Hello tout le monde, bon j'espère que ça va bien depuis la dernière. Alors, dernière vidéo en tout cas j'espère, de mon parcours, cette fois j'espère vraiment. Je vais pas refaire tout le disclaimer, mais je vais pas rentrer dans les détails en fait des années que j'ai passées à Montpellier et tout ça. C'est pas ce qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est de comprendre un peu le cadre. Donc je vais donner quelques anecdotes pour illustrer un peu l'ambiance globale, l'ambiance générale. Et ça permettra de mieux comprendre déjà pourquoi maintenant je pense ce que je pense, etc. Donc ma façon d'être à l'heure actuelle, mon tempérament, mon caractère. Ben, ça découle tout simplement en fait de mon passé, on va pas se mentir. Donc ça vient de là et donc des fois les gens trouvent que je suis peut-être froid, peut-être voilà. Moi j'ai l'impression d'être en décalage par rapport à peu près la globalité des gens que je croise, on va pas se mentir. Mais je pense que c'est réel en fait, hein. Il y a vraiment un décalage et je vais expliquer via 2-3 anecdotes le pourquoi. Et ensuite je vais expliquer le switch et la prise de conscience qui m'a permis justement de sortir un petit peu la tête du trou à un moment donné, parce que c'est soit on sort la tête du trou, soit on tombe dedans. À un moment, on s'enfonce dedans, quoi. Voilà. Donc, pour placer un peu le contexte, donc là, moi, j'étais apprenti en boulangerie. Hein. Donc, je faisais des horaires de boulanger, hein, travail de nuit. J'avais mon petit scooter, j'allais manger chez mes grands-parents tous les midis. Quasiment en tout cas, et quand j'allais pas chez eux parce qu'ils n'étaient pas là ou autre, bah en fait tout simplement j'allais dans des espèces de cafettes ou des trucs comme ça. Donc pour ceux qui connaissent Saint-Clément-de-Rivière, le carrefour, j'allais à la cafétéria souvent là-bas, je me goinfrais, je mangeais bien et je partais sans payer. Voilà. Idem pour les pleins, je mettais des pleins et je partais sans payer parce qu'en fait je préférais garder le peu que j'avais pour le mettre ailleurs, notamment dans mon loyer, puisque je sous-louais en fait un appartement à l'époque. Et oui, pas d'APL, rien, hein, parce que quand on a 16 ans, on n'est pas censé louer un appart. Et donc j'ai trouvé quelqu'un qui me sous-louait un appartement, le temps que j'ai mes 18 ans, et après à 18 ans, ben, j'ai eu un contrat de bail, j'ai loué le truc normal. Donc ça veut dire aussi pas d'aide, pas de prestations sociales, pas d'APL, que dalle. Donc 1600 francs à l'époque de salaire. Pour un loyer, je sais plus, hein, mais dans les 600 balles à peu près, un truc comme ça. Ça coûtait pas cher, heureusement. Et derrière, il n'y a pas d'aide puisque c'est pas officiel. Donc il n'y a pas de contrat de bail, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment YOLO comme on dit. Donc, mais bon, fallait bien avoir un logement à un moment donné, parce que dormir un petit peu à droite à gauche dans la rue, sur le trottoir, c'est pas fou. Prendre le train de nuit, le bus de nuit, le Rabelais à Montpellier, tourner en rond avec des toxicos, des bagarres, bon, c'est pas forcément foufou. Donc voilà, donc appartement, donc j'allais chez mes grands-parents régulièrement, mes grands-parents étaient à la Paillade, moi j'avais toutes mes fréquentations là-bas de toute façon, c'est devenu mon quartier, hein, j'en faisais vraiment partie à part entière, voire même plus que ça, puisqu'il y a même certaines personnes qui verront la vidéo qui me connaissaient à cette époque-là pourront, j'espère en tout cas, en témoigner, pourquoi pas. Mais en fait, beaucoup de gamins du quartier, blague à part, les parents ne voulaient pas qu'ils me fréquentent en fait. Donc on est dans un quartier qui est quand même assez pourri, on va dire, et en fait c'était moi que les gamins n'avaient pas le droit de fréquenter. C'est pour dire un peu le niveau de fréquentabilité du garçon à cette époque-là, parce que rien à perdre, parce que pas de parents, parce que à part un job d'apprenti en boulangerie, qu'est-ce que j'avais? J'avais que dalle. Donc en fait, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a rien. Si t'as rien à perdre, t'es le pire des dangers en fait. Et je faisais de la merde H24 et je me complaisais là-dedans aussi, il faut dire la vérité. Je me complaisais dans la merde. Donc pour expliquer un peu l'ambiance, par exemple, il y a eu une fois, donc j'avais dans les 17 ans, à peu près, je pense 16 ans et demi, 17 ans. Je rentre du travail, je vais chez mes grands-parents, j'amène du pain à ma grand-mère. Ça lui évitait de descendre en fait au petit supermarché qui était quelques rues en dessous, mais où en fait les grands-mères avaient tendance à se faire agresser, donc voilà, par des espèces de sous-merdes là. Et donc souvent des petits gitans qui leur arrachaient le sac, ou des petits rebeux qui tombaient à 4-5 sur les mamies, qui leur arrachaient le truc. Et il y en a une qui s'était fait traîner par terre, il lui avait éclaté l'épaule, elle avait une épaule en plastique, elle s'est fait agresser 4-5 fois, la mamie, dans des escaliers, enfin des espèces de sous-merdes quoi, bref. Et ça typiquement c'était pas du tout mon registre en fait. C'est moi, mes modèles en fait c'était plutôt justement, comme j'avais une de mes sœurs, ma tutrice à l'époque, c'est un peu le bordel, hein, je suis désolé, mais ma vie était vraiment bordélique. Ma sœur aînée, de toute façon j'ai deux sœurs qui sont aînées, voilà, mais celle qui était à Montpellier, l'autre était partie faire des gosses à droite à gauche en Alsace, puis dans le Biterrois, enfin bon bref. Bref, l'autre en fait fréquentait donc, comme j'avais déjà expliqué dans un autre épisode, alors j'aime pas ce terme, mais gangster corse, qui en fait lui était réellement impliqué dans le grand banditisme, hein, clairement. Il s'était fait serrer, j'avais raconté, pour recel de cadavres, donc un macabé dans le coffre, contrôle de police. Il était dans les machines à sous, guerre des machines à sous dans le sud à l'époque, dans les années 90, ça avait pas mal cartonné d'ailleurs. Bref, voilà, ce genre de bonhomme quoi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il était tombé en
97, 98, je dirais 98 je crois, pour un trafic international de stupéfiants à 55 balais passés, et il pensait que ma soeur l'avait donné. Donc autant dire qu'elle a rasé les murs pendant un bon moment, parce que y en a pas mal, s'ils étaient tombés dessus, voilà quoi, on le retrouvait dans un caniveau, ou en garrigue quelque part, bref. C'était comme ça, donc moi c'était plus ça l'ambiance en fait, voilà. C'est plus cette ambiance là que l'ambiance petite délinquance de merde là, des petites sourasses là qui attaquent à 10 une grand-mère dans un escalier. Eux, si j'étais tombé dessus, je les aurais éclatés en fait. Bref, en tout cas, pour donner un peu le contexte, ça touchait un peu à tout, hein. Ça touchait un peu à tout, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que c'est pas une fierté, au contraire, hein. C'est là, je parle d'une chute, hein. Je parle d'une descente aux enfers, clairement. D'où le fait que j'ai rebondi après, parce qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire à un moment donné. D'où le fait aussi de faire ces épisodes, pour expliquer un peu le cheminement, de mon parcours en fait, et du coup ça va peut-être éclairer sur mon état d'esprit, sur d'autres vidéos qui viendront après, sur ce que j'aimerais proposer, et la légitimité putain, que j'ai à le proposer. Typiquement, si je viens expliquer à des jeunes qui peuvent s'en sortir, que la reconversion elle est possible, et qu'en fait, il n'y a pas de fatalité, prends-toi en main, bouge-toi le cul, et ça va fonctionner, bah en fait, j'ai la légitimité pour le faire. En tout cas, si moi je l'ai pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas, en fait, clairement. C'est pas soit tout blanc, soit tout noir, c'est en fait, à un moment, tu te bouges le cul, ça fonctionne. Tu te bouges pas le cul, tu pourras te plaindre toute ta vie, tu resteras au fond du trou, parce qu'en fait, tu te donnes pas les moyens de réussir, en fait. C'est ça que je veux pointer du doigt. Donc, retour à l'histoire. Je vais expliquer le contexte rapidement de l'ambiance. Alors, l'ambiance, c'était quoi? C'était typiquement à midi, donc comme je disais, je rentre chez ma grand-mère, enfin chez mes grands-parents, je leur amène le pain, etc. Et je vois ma grand-mère, mine déconfite, qui me dit ouais, t'es passé à la tour du Belvédère. Je donne des noms comme ça, au moins ceux qui connaissent un peu ou ceux qui sont curieux pourront chercher sur Google. Montpellier, tour du Belvédère. Et je dis bah non, elle me dit tu devrais y aller. Et pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, tu devrais vraiment aller à la tour au Belvédère. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit bah, c'est ton copain Freddy. Ok. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je me pointe à la tour, donc là, plein de monde en bas. Les flics étaient déjà arrivés, ou étaient en train d'arriver quand je suis arrivé. Ça venait juste de se passer. Et en fait, la voiture de mon copain la voiture de la mère de mon copain Freddy était complètement éclatée, en fait, et le Freddy était encastré dedans, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait éjecter, il s'est fait défenestrer, en fait, du 16e étage. Voilà, ça c'était... Donc ça c'était le début, on va dire, parce que là j'avais 16 ans et demi, c'était le début de la bonne ambiance, on va dire. Enfin c'est ironique hein, quand je dis bonne ambiance, de l'ambiance de merde surtout. C'est juste pour expliquer un petit peu comment ça a démarré déjà. Ça a démarré par ce genre de plan. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que la veille, alors ça c'est une interprétation, hein, attention. Mais bon, c'est un ressenti qu'on a partagé à plusieurs. La veille, il s'était embrouillé avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, on avait été le trouver, on lui avait expliqué que s'il cassait encore les couilles, ça allait très mal se passer pour lui. Je la fais très courte et très soft. Et donc, le lendemain, on a retrouvé Freddy encastré dans la voiture de sa mère. Et sa mère, du coup, et c'est là que ça devient dur, en fait, sa mère est venue me choper, moi personnellement, puisque quand je dis on, en fait, c'était moi. Hein. Elle est venue me choper, elle m'a pris à part, elle m'a dit... alors ça fait bizarre quand c'est la mère de votre copain. Hein. Elle m'a dit, il est mort à cause de toi. Je dis, mais pourquoi et tout? Elle me dit, si, il est mort à cause de toi. Elle me dit, je vous ai vu hier, je sais ce que tu as fait, je sais que tu as voulu aider, tu as mis un coup de pression à ce mec-là, mais regarde où il est mon fils aujourd'hui. Voilà. Elle me dit, maintenant, qu'est-ce que je fais, moi? Elle me dit, je vais déménager, je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Et le seul truc que je peux faire, c'est déménager, en fait. Parce qu'il risque d'y avoir d'autres représailles. Et parce que j'ai une fille et je veux pas qu'elle grandisse là-dedans. Et que mon fils vienne... mon fils est mort. Mon fils il avait 15 ans. Mon fils de 15 ans est mort. Voilà. Donc, là, je le dis comme ça, en mode décontracte. Mais quand j'y repense des fois et tout, j'ai un peu les larmes aux yeux aussi. Il faut être honnête. Parce que c'est assez dur, en fait. C'est assez dur. Et c'était que le commencement. C'était que le début. Ensuite, il y a eu plein de choses. Je vais prendre quoi comme anecdote? Je vais prendre une fois où je passe au quartier en voiture. Ah oui, parce que il faut bien comprendre que, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle, à l'époque, on avait des clés d'appartement. Donc on avait des apparts dans le quartier où c'était le squat. Hein. Clairement, on faisait ce qu'on voulait. On avait l'électricité, le téléphone, c'était open bar. Et on avait des voitures.
Voilà. Évidemment, on les avait pas achetées. Hein. Voilà. Donc on avait des voitures et de temps en temps, j'allais faire des courses pour ma grand-mère et tout avec la voiture, etc. Enfin, on se prêtait les voitures. On en avait plusieurs, en fait, disposées sur plusieurs parkings. Et donc, ouais, donc voilà, c'est des trucs. C'est un peu l'ambiance dans laquelle j'ai vécu pendant des années. Et donc, où je voulais en venir, oui, une fois je descends en voiture, je descends en quartier. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la rue Pierre Cardinal. Donc ça descend, c'est une grande avenue, donc bordée par des immeubles. D'un côté, c'est la résidence, résidence du Lac, donc la résidence Flamand Rose, et de l'autre côté, c'est le CRS en fait. Et on descend vers justement la tour du Belvédère. Donc ça, c'était vraiment notre terrain de jeu, on va dire. Voilà, c'était vraiment notre quartier en fait. Et donc, en descendant là, je vois un attroupement en bas d'un petit stade, un terrain de foot dégueulasse, mais sur lequel on allait quand avant, c'est-à-dire avant qu'on parte complètement en sucette, avant ce fameux été à Nîmes. Et donc, je vois du monde, je m'arrête, et là, j'avais un pote à moi, donc Francesco. C'était un Sud-Américain, un Chilien, voilà, certains reconnaîtront. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est au fond d'un trou quelque part ou il est en prison pour très longtemps. Mais vu le mode de vie du bonhomme et vu la perso, voilà quoi. Du coup, je m'arrête et le gars en fait est pissé le sang. Il s'était pris une dizaine de coups de couteau en fait. Et j'ai ouvert la porte, je lui ai dit, oh, vous appelez les pompiers quelque chose? Elle me dit, ah non, mais les pompiers ils veulent pas venir, on les a appelés, ils veulent pas venir. Je dis, bah vas-y, montez-le dans la voiture, je l'amène à l'hôpital. Et là, les mecs, froidement, hein, les gars du quartier qui me disent, bah tu vas pas salir la bagnole, tu vas pas foutre du sang partout sur les sièges. J'ai dit, les gars, on va pas le laisser crever sur un escalier, quoi. Et donc, personne voulait le mettre dans la bagnole, donc je suis descendu avec d'autres et tout, on l'a chargé, on l'a mis sur le siège passager. Alors évidemment, le siège passager était bourré de taches de sang, hein, évidemment. Je le drop aux urgences. Je me casse parce que je veux pas qu'on me pose de questions. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai récupéré le bonhomme, je le pose, terminé. Donc je pose aux urgences, je me casse. 24 heures après, il sort de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait, l'artiste? En fait, il s'était fighté avec un toxico. Il savait où il habitait. Il se pointe avec une petite hachette. Il se cache dans la cage d'escalier dans le noir et il attend. Et l'autre zouzou, quand il rentre chez lui, eh ben, il se prend des coups de hache dans la fif, quoi. Voilà, c'était un peu aussi l'ambiance, quoi. Voilà. Donc sorti de l'hôpital, des pansements partout. Il avait pris des coups de couteau dans la tête, dans le dos, je sais plus. Après, ouais, sur le côté un peu aussi, il s'était fait planter. Alors, et puis c'est bien le sang, mais il a voulu sortir, il a rien dit aux flics, il a pas dit agression, machin. On n'était pas en mode pleureuse, hein. À l'époque, c'était pas du tout oui, il m'a agressé, non, non. On gère les trucs entre nous. Et le gonze, bah, en fait, quand il est rentré chez lui, bah, il a eu la surprise de voir le zouzou débouler de l'hôpital avec une hache à la main et qu'il a éclaté en fait dans la cage d'escalier devant la porte de sa mère. Voilà, ça c'était un petit peu l'ambiance aussi. Ensuite, il y a eu mon pote Cédric, que je salue s'il voit la vidéo, avec qui j'ai travaillé en boulangerie quand on était apprenti, qui habitait dans le quartier. Qui est rentré en prison, on s'est croisés parce qu'à l'époque j'enchaînais les gardes à vue, je faisais 3, des fois 4 gardes à vue par semaine. J'ai enchaîné, de ouf. C'est vraiment là on peut parler de laxisme judiciaire parce qu'en fait réellement j'aurais dû rentrer en prison pour mineur bien longtemps avant la majorité, quoi, clairement. Mais bon, à chaque fois je ressortais et une fois en fait je l'ai croisé, il avait 1 an de plus que moi, donc je devais avoir 17 ans, je l'ai croisé. Et en fait, il rentrait en prison parce qu'il venait de défenestrer en fait sa petite amie qu'il avait trompée. Donc il l'a jeté. Là, c'est pareil, je crois que c'est du 15e, un truc comme ça, en bas de la paillade. Il l'a éjecté. Non, c'est pas sa petite amie, pardon. C'était le cousin de la petite amie, pardon. Avec qui elle avait une liaison, etc. Donc il l'a jeté le mec. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient fait passer ça, ils avaient maquillé ça, et passé pour un suicide pendant 2 ans à peu près. Et au moment où il a voulu se séparer de la meuf a dit, si jamais tu me quittes, je te balance. Il lui a dit, bah, si tu me balances, tu tombes aussi, complicité, tu crois quoi? Elle est tombée quand même, elle a balancé. Donc lui, il a pris 19 ans, elle a pris 14, je crois, un truc comme ça. Et donc le jour où il est rentré en garde à vue pour ne plus en ressortir, en fait, on s'est croisés. Voilà, c'était ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que c'était? Il y avait quoi encore qui était chaud comme ambiance? Il y avait alors après oui, c'était l'époque des combats de chiens. Quand il y avait des combats de chiens, on organisait ça dans le quartier. On avait les hélicos une fois au-dessus de la tête et tout, de la protection civile. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Les gens imaginent même pas en fait tout ce qui a pu se passer pendant ces années-là, quoi. C'était le bordel, vraiment. Et il faut comprendre que depuis l'âge de mes 16 ans jusqu'à mes 19 ans, je vais expliquer ce qui s'est passé à mes 19 ans, je me promenais, j'étais armé en fait, clairement. Quand je dis armé, c'était pas un opinel, hein.
j'avais un 635, j'ai toujours eu un 635, et mes potes ils avaient aussi, il y avait du 9 mm, il y avait un gars dans la rue de mes grands-parents justement, un pote, 25 ans, donc qui tournait à la coque comme un cochon, il avait son 9 mm, il tirait dans la rue, il s'amusait à dégommer des canettes au 9 mm dans la rue sous coque en fait. C'était vraiment ça l'ambiance, hein. C'était très spécial, c'était très spécial, on a fait des trucs quand j'y repense, je me dis putain mais bordel de merde, mais quelle bande de putain de mongoliens de merde quoi, de parasites quoi, franchement, honnêtement, il y a des trucs c'est pas justifiable, il y a des trucs c'est pas justifiable. Aller braquer des mecs dans la rue pour leur... Enfin, quand je dis braquer des mecs, c'est pas leur voler leur portefeuille, hein. On n'en était pas là. Mais en tout cas, voilà, il y avait par exemple ce fameux François une fois qui se pointe chez moi. Le gonze, il est rentré en prison à 17 ans. Hein. Il sort de prison, qu'est-ce qu'il fait? Premier truc, il vient chez moi, évidemment. Il se pointe, il avait une 406 coupée. Oh, il me dit, ah viens me voir et tout, viens me voir. Je sors sur le parking, 406 coupé, je fais putain, qu'est-ce que tu fous avec ça encore? Et il me dit, ah machin, je fais, oh, tu sors de zone, qu'est-ce que tu fais? Non, t'inquiète et tout, vas-y viens, on va faire un tour. Je fais, ah, pas chaud. Ah, on va faire un tour, ok. Je monte dans sa putain de bagnole, j'aurais jamais dû y aller, On fait le tour du quartier. Et là on voit des mecs qu'on connaît qui nous arrêtent et qui disent, ouais, elle sort d'où cette voiture et tout. Puis il dit, ah, je l'ai prise, machin. Il dit, ouais, mais tu sais que t'as tous les flics de la ville qui te cherchent là? Il y a la PJ, il y a la BAC, il y a tout le monde qui tourne, ils vous cherchent de partout. Je sais pas ce que tu as fait, mais ramène ça quelque part et barrez-vous. Et en fait, évidemment, ça s'est fini en course-poursuite et il s'est fait serrer et retour en zone en fait. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Bon, moi je m'étais planqué dans un container à ordures. Voilà. Mais ce que je savais pas en fait, c'est que ce fils de pute, ce qu'il avait fait, c'est qu'en fait, il avait, pour récupérer la voiture, il avait laissé quelqu'un pour mort en fait. Ça, je savais pas. Voilà. Donc à 17 ans, quand tu fais ça, je suis désolé, mais là, là on est dans de la sous-merde quoi. Donc, et si j'avais su ça, putain de merde, jamais je serais monté dans cette putain de bagnole, je vous le dis. Et il y en a eu plein des cas comme ça, il y a eu plein de merde, voilà. Et donc tout ça, ça conduit où? Ben, tout ça, ça conduit à ce qu'on fête ses 18 ans en garde à vue, hein, évidemment. C'est la logique qui veut ça. Et puis on continue dans le trou, parce qu'on n'est pas assez profond, donc on continue. Donc entre temps, moi j'ai fini mon apprentissage, j'ai travaillé en tant qu'ouvrier à Palavas en bord de mer, un patron en or, une fois de plus, les deux patrons, hein, mon maître d'apprentissage qui était en centre-ville de Montpellier ou à Palavas, honnêtement, des patrons en or. Et ce patron-là était tellement en or qu'il m'avait dit, écoute, toi, t'as même pas 20 ans, je vais pas te demander de venir la nuit, ce que je te demande, c'est de venir plutôt l'après-midi, faire une fournée l'après-midi, rester jusqu'à la fermeture, pour pas que ma femme soit seule. Et voilà, en contrepartie, ben, j'avais mon salaire, j'avais mes binous au frais tous les jours, j'avais mon tabac, j'avais tout. Il m'achetait absolument tout parce qu'il avait pitié, je pense, ou je sais pas. Enfin, il s'était pris pour moi une affection particulière. Et en fait, il voulait m'aider, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est juste ça, c'est juste qu'ils veulent aider, ils ont un bon fond. Et typiquement, sur ce genre de cas-là, ces gens-là, moi, perso, il n'aurait pas fallu que quelqu'un aille lui casser les couilles, ça c'est clair. Voilà, parce qu'à un moment, il faut être droit. Et j'ai toujours essayé quand même d'avoir une certaine ligne de conduite, d'où le fait que quand l'autre zouzou s'est pointé chez moi avec cette voiture, si j'avais su, mais putain de merde, jamais je foutais les pieds là-dedans. Et puis surtout, enfin honnêtement, c'est pas le genre de truc que j'aurais fait, perso. On a fait des trucs, c'était déconnant, mais pas ce genre de choses-là. Ça se fait pas en fait, il y a des trucs, ça se fait pas. Moi, je sais pas, j'ai des grands-parents, j'ai tout ça. Là, il avait agressé un mec qui avait 60 balais. Je veux dire, t'agresses pas un mec par derrière, qui a 60 balais pour lui voler sa bagnole. Faut pas déconner en fait, faut pas déconner. Et tu le laisses pour mort. Mais putain. Et il a pris quoi? Il a pris même pas un an, parce qu'il était mineur, le pauvre. Ouais, besoin de se réinsérer. Il a jamais rien branlé de sa vie, il a fait que de la merde, il a trahi tout le monde. C'est une merde. Le mec c'est une merde, mais on lui laisse une chance. Désolé, je m'emporte. Bref, je le pense. S'il voit la vidéo, je t'emmerde. Et il le sait. Et il sait pourquoi. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment ça. Donc, ben oui, mes 18 ans, évidemment, je les ai passés en garde à vue, évidemment. Hein, j'enchaînais tellement, je faisais tellement de la merde, que voilà. Et puis, ben, après, ben, mes 20 ans, ma foi, il s'est passé un truc le 19 janvier 2001, le 23 janvier 2001, après une belle soirée bien déconnante, et bien il s'est passé que... arrêt sur image, et à 19 ans, et ben, incarcération à la prison de Villeneuve-les-Maguelones, à côté de Montpellier. Voilà, donc je suis rentré à 19, je suis ressorti à 20, donc j'ai fêté mes 18 ans en garde à vue, mes 20 en prison. Et en fait, c'est là qu'il y a eu la prise de conscience, parce que la première nuit, déjà, je suis arrivé, j'étais avec un gars, la cinquantaine, 59 ans, je me rappelle.
J'étais aux arrivants, donc c'est l'endroit où quand on arrive, on nous met le temps qu'on vous trouve une cellule dans le bâtiment. Et donc j'arrive aux arrivants, j'étais avec un mec de 59 balais, et il me dit ah t'as quel âge et tout, je fais 19 ans. Il me dit ah putain t'es le plus jeune du bâtiment et tout. Et il rigole, je dis pourquoi tu rigoles? Il me dit bah parce que tu vois, moi je suis rentré, j'avais ton âge, 59 ans, regarde je suis toujours là, il était content. Et là déjà je me dis bon, chiant, est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à ça? Est-ce que ce mec là est un modèle quoi? Est-ce que vraiment là je suis pas allé au fond du trou en fait? Et donc j'étais parti au départ pour 4 mois. Qui ont été prolongés de 4 mois, qui ont été prolongés de 4 mois, donc ils m'ont refait tomber des anciens dossiers, à chaque fois ils ont rajouté 4 mois. Et ben franchement, merci en fait au système judiciaire d'avoir rajouté ces mois-là, parce que si j'étais sorti au bout de 4 mois, je restais la merde que j'étais. Et j'aurais pas compris la leçon en fait. Et en fait, le fait d'y passer, en fait, en gros c'était une année, mais bon avec les remises de peine et tout, on fait clairement pas une année complète, sauf si on fait de la merde là aussi. Mais grosso modo, ça m'a permis aussi de réfléchir beaucoup à tout ça et de me dire, bon attends, est-ce que ta vie c'est ça? Est-ce que, tu vois, parce que là j'étais dans le bâtiment, je connaissais beaucoup de monde. En fait, c'est le truc que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas parce que ça se passe bien que tu as envie d'y retourner. Moi, je me suis battu 0 fois là-bas, 0, pas besoin. Je connaissais beaucoup de monde me connaissait. J'ai toujours été réglo, j'ai pas baisé les gens gratuitement. Donc tout le monde le savait, et j'ai pas eu d'histoire en fait, au contraire, j'ai été avec mon pote Cédric, justement, avec les longues peines, puisque j'ai travaillé en cuisine, je faisais la plonge, le poste que personne ne voulait, mais moi je m'en fous, j'ai bossé à la plonge, après j'ai bossé au mess des officiers, donc en dehors des murs, 3 détenus allaient faire la cuisine et tout ça, et s'occuper de la cuisine pour le mess des officiers, une fois par jour, on sortait, etc. C'était la petite balade sympa, et c'était 3 détenus. Moi, comme j'avais des compétences en boulangerie, etc., bah, j'étais parmi, on va dire, les privilégiés pour ce poste-là. Et donc, j'ai été retenu, et donc pendant quelques mois, j'ai fait ça. Après, bah, j'ai fait un peu de la merde, donc ils m'ont déclassé. Ils m'ont renvoyé dans les bâtiments dégueulasses. Pour ceux qui connaissent, bah, le bâtiment B, voilà, donc c'est pas fou. J'étais dans une des pires cellules et tout ça, et en vrai, l'ambiance et tout ça est tellement dégueulasse, c'est tellement détestable. On voit tellement tous ces gens qu'on voyait dans le quartier, là, qui se prennent pour des cakes et tout, et on les voit se faire éclater comme des sourasses. Et là, il n'y a pas de, ouais, je suis chez moi emprisonné, t'es chez toi, rien du tout, tu te fais allumer comme une merde dès que tu passes les murs, dès que tu es dans l'escalier, tu te fais allumer par tout le monde, de quoi tu parles? Mais quand on est dehors, ouais, machin, ça fait les cakes, mais putain... Et là on voit ça, on se dit mais c'est pas ça la vie en fait, c'est pas ça la vie, faut pas déconner, moi je veux pas finir comme ça, hein. C'est hors de question, c'est hors de question. Et donc là, ben là il y a la grosse prise de conscience. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été libérable en septembre 2001 de la même année, donc je suis sorti. Et j'avais repris contact un peu avec ma mère et tout ça, et donc quand j'ai été libérable, je suis sorti avec mon petit pécule du petit travail que j'avais fait en 11, donc pas grand chose, ça fait 700 balles, mais ça payait le billet de bus et tout ça pour descendre à Alicante. Ma mère était partie là-bas avec son nouveau mec, son nouveau mari plutôt, puisqu'il s'était marié entre temps, c'est celui avec qui elle était déjà partie, où elle m'avait laissé les clés de la maison et des merdes-toi. Et donc elle m'avait proposé d'aller chez eux un petit peu, donc j'étais descendu dans le sud de l'Espagne, quelques temps, le temps de me remettre un petit peu d'aplomb, de réfléchir un peu à ce que j'allais faire. Donc déjà, ce qui était clair, c'est que je ne refoutais pas les pieds à Montpellier, ça c'était hors de question. Non, alors ça ma mère n'a jamais compris. Pour elle, c'est de la peur. Non, la seule peur que j'ai, c'est en fait les connexions que j'avais. Je fréquentais des mecs qui avaient des putes aux arceaux à Montpellier. Je fréquentais des mecs qui avaient déjà commis des meurtres, des choses comme ça. Je fréquentais des mecs qui étaient dans des trucs... vraiment, on était sur du gros banditisme. Donc en fait, j'avais pas envie de retomber dans ce milieu-là. J'avais pas envie. Et le fait de vivre dans la même ville que ces gens-là, tôt ou tard, on se croise. Comme ils aiment dire, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et je ne voulais pas les recroiser dans ma vie. Je voulais pouvoir reprendre ma vie from scratch, repartir sur de bonnes bases et me reconstruire complètement. Parce que là, ça n'allait pas et qu'il fallait faire stop en fait. Parce que je savais que si j'y retournais, c'était fini. Donc, le plan, ça a été retour d'Espagne. Je suis allé à Nîmes, donc j'ai squatté un petit peu chez ma mère, le temps de mettre un peu à flot, de racheter une voiture et de racheter un appartement, enfin de louer un appartement. Et donc j'ai trouvé un taf en boulangerie. Donc au début je voulais plus faire boulangerie, je voulais changer un petit peu. D'ailleurs je l'avais fait entre le moment, petit aparté, entre le moment où je suis parti de l'apprentissage et où j'ai bossé à Palavas, je m'étais dit ouais la boulangerie c'est de la merde, je vais changer de taf. Donc j'ai fait plein de trucs de merde. Donc j'ai travaillé dans les champs à la récolte des melons, où ça s'est pas super bien passé parce que mon chef m'a pris pour un con et que du coup on a été dehors, dès qu'on a passé la porte j'ai mis une droite. Ensuite j'étais intenable hein, clairement, j'étais intenable et surtout il y avait un truc, et ça n'a pas bougé,
c'est le manque de respect. Je ne supporte pas quand le mec te toise ou te manque de respect en fait. Je supporte pas ça. Et lui il avait fait cette erreur là, et même si à l'époque j'avais 19 ans et que lui, ou 18, ouais, 18 ans, 19 ans, un truc comme ça, et que lui en avait la trentaine, j'en avais rien à branler en fait. Dès qu'on est passé, dès qu'il m'a dit oh on va dehors, c'était pas content, ben j'ai dit vas-y on y va, on a été dehors, dès qu'on a passé la porte, je me suis retourné, j'ai mis deux patates dans la bouche, direct. Voilà. Et donc ouais c'était parti un peu en sucette quoi, voilà, mais moi je m'en foutais honnêtement, j'en avais rien à branler. Après qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait distribution de prospectus, ouais, c'est la poule aux œufs d'or quoi. 2 centimes la page, nickel. Donc de la merde j'ai arrêté, après j'ai vendu les beignets sur la plage, eh oui, donc à la grande motte, donc les fameuses phrases, les fameuses accroches commerciales, à la pomme pour les bonhommes, à la fraise pour les balaises, voilà. Donc voilà, c'était ça, et ça m'a saoulé, je me suis tiré avec la caisse et les beignets en fait, au bout de 2 semaines quoi, parce que ça m'a saoulé. Donc le gonze il m'a rappelé, ouais je veux récupérer ma caisse, machin, mes beignets, bah j'ai été baigné. En fait ce que j'ai fait c'est que je suis arrivé au quartier, je l'ai posé en bas du bâtiment, j'ai tous les gamins du quartier, je fais allez-y servez-vous, c'est cadeau. Donc il y avait les chouchous, les beignets, les machins, ils se sont gavés les gosses, tous les petits gamins du quartier sont venus taper dedans, et puis la caisse ma foi il devait avoir 30 balles, tu te doutes bien, j'ai dit tu récupéreras rien du tout, donc je l'ai revu ce mec là, on s'était donné rendez-vous, j'ai rendu son panier, sa caisse, mais vide, et je dis voilà, moi je suis désolé mais ce travail là c'est un travail d'esclave en fait, c'est mort. Et donc là je m'étais rangé et j'étais parti, du coup j'étais retourné en boulangerie, parce que la boulangerie c'est peut-être soi-disant de la merde, c'était le mindset d'un gamin, voilà la gueule du gosse à l'époque, hein. Mais voilà, moi sur le coup je trouvais que c'était chiant, etc., les horaires et tout, bah oui mais en fait c'est ceux qui payaient parce que j'étais formé qu'à ça en fait, j'avais aucune formation ailleurs, aucune compétence, donc tu fermes ta gueule et tu fais. Ça j'avais pas encore compris, je l'ai compris après. Donc arrivé à Nîmes, j'ai voulu faire ouais, c'est un peu de mécanique, un peu de machin, parce que je touchais pas mal à l'époque là-dedans. Et en fait non, bah je suis parti en boulangerie, hein. On va se détendre, on va repartir en boulangerie. Et donc boulangerie, pendant plusieurs années. Donc entre temps j'ai rencontré mon ex-femme avec qui on a eu ma fille, mais plus tard. Et donc je l'ai rencontré, c'est au même moment où j'ai retrouvé un ami d'enfance, Ahmed Kassimi. Je l'ai revu, il avait, ouais, on s'est revu, on avait 22 ans. Et il m'avait présenté justement ma future ex-femme de l'époque. Et en fait, bon, bah, lui est décédé à 26 ans en fait, d'un cancer généralisé. Donc j'ai été là et je l'ai accompagné sur la fin, on va dire. Et puis à la fin, il était avec sa famille et tout, donc voilà, c'était encore différent. Il s'était tourné vers la religion et ça, donc bon, voilà, c'était l'islam. Mais à un moment, moi je me tournerai vers la chrétienté, il se tourne vers l'islam. Je veux dire, là-dessus, il n'y a rien à dire parce que c'est des situations tellement compliquées aussi, il faut le vivre. Enfin, il faut surtout ne pas le vivre, mais quand on le vit, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et lui, sa religion, c'est l'islam, il s'est tourné vers ça. Là-dessus, j'ai absolument rien à redire là-dessus. C'est normal en fait, c'est normal, et il est déjà mort quand même d'un cancer à 26 ans, donc rien que pour ça, grande pensée pour lui et pour tous ceux qui l'ont connu, parce qu'il avait enfin trouvé sa voie, il était parti à l'armée, et ça a fini par un cancer, et décédé dans ces conditions, et il a quand même accepté de servir un peu de cobaye pour des traitements pour le cancer, parce que lui savait qu'il était foutu, et qu'il a voulu se rendre utile, donc franchement, un super gars. Donc voilà, bref, c'est lui qui nous avait présenté, je pouvais pas ne pas faire un petit hommage dans la vidéo. Et donc Ahmed parti, moi j'étais toujours en boulangerie, j'avais retrouvé 2-3 potes de Nîmes, mais des potes posés, parce que les autres, tout ce qui était mauvais de l'époque, avec qui j'avais fait les 400 coups, bah, ils ont commencé à aller en prison à droite à gauche, etc. Puis ça m'intéressait plus. Là c'était pas le but, c'était pas de retomber là-dedans en fait, clairement pas. Idem pour les personnes que j'ai côtoyées quand j'étais à Villeneuve-les-Maglones, donc en prison. Ça m'intéressait pas en fait. Il y avait des mecs qui étaient potentiellement, je pense, qui avaient réellement envie de s'en sortir. Bah, grand bien leur face, j'espère qu'ils ont fait comme moi, qu'ils se sont sortis les doigts du cul. Sinon, bah, c'est du pipeau, c'est des paroles, c'est du pipeau en fait. Moi je suis pas juge d'application des peines. Me dire ouais mais je veux m'en sortir et tout, mais après dès que tu repars, tu veux quoi, tu retournes dans ton quartier, tu tapes de l'héros et tu vas faire de la merde, bah écoute, c'est que t'as pas réellement envie en fait. Bref, boulangerie pendant plusieurs années, donc j'ai travaillé dans Nîmes pendant ouais, 3 ans, chez Moureau, voilà. D'ailleurs je ferai des petites vidéos hein, sur la boulangerie, j'ai promis que j'en ferai. Donc je vais en faire parce que je continue d'en faire, mais sur mon temps perso. Donc j'ai fait ça, ensuite ben, du coup j'avais pas passé le CAP ni rien quand j'étais apprenti, parce que comme j'étais un branleur,
en fait je me suis jamais pointé à l'examen et mon patron me disait écoute, si tu vas pas à l'examen tu viens travailler, moi je te paye, je m'en fous, c'est ton avenir, c'est pas le mien. Donc voilà. Et il avait raison. Et donc j'ai passé un candidat libre, le CAP boulanger. Parce qu'entre temps, en fait, chez Moreau, j'ai eu la chance en fait de travailler avec des mecs super qui étaient compagnons du devoir, dont certains qui étaient en fin de Tour de France, d'autres qui étaient en début. Mais en fait, on travaillait beaucoup avec les compagnons et c'était super enrichissant. J'ai vraiment skillé, on va dire, en boulangerie. Mais je ferai un podcast dédié à mon cursus boulanger parce que c'est vraiment, je pense qu'il y a des choses à dire. Le travail sur four à bois, le levain, les différents levains, les fermentations, j'ai appris des trucs de fou. Et donc j'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années. Ensuite j'ai travaillé chez un autre artisan qui voulait mettre en place toute une gamme de pains spéciaux, etc. mais qui ne savait pas vraiment les travailler. Donc il m'avait embauché pour mettre en place ça et pour le développer, pour développer toute la gamme. From scratch, hein. Il n'en faisait pas du tout, il ne savait pas faire. Il m'a dit voilà, moi si je vous embauche, vous avez les clés, vous démerdez, vous gérez le truc. Ok, plus 3 apprentis, 3 petits branleurs à gérer. Quand je dis des petits branleurs, c'est vrai. Après, c'est les apprentis en boulangerie. Hein, c'est voilà. Mais dans les 3 branleurs, je crois qu'il y en a qu'un en fait qui a fini par faire travail comme son père là, à la mairie, à laver les poubelles, quoi. Les autres, ils ont fini artisans. Il y en a un qui a été nominé pour le meilleur apprenti de France, etc. Donc, je suis quand même une petite fierté de dire que j'ai bien encadré les trois zouzous. Et sa femme d'ailleurs disait, c'est Jean-Marie qui les encadre parce que lui, avec lui ça marche droit, machin, toi tu te laisses remarcher dessus. Donc elle était polonaise, elle n'avait pas trop d'humour. Et donc du coup ça lui allait très bien parce que les gars je les cadrais et puis quand ils n'étaient pas contents en fait, ils se heurtaient à un mur en fait pour le coup. Donc c'était plutôt sympa. Et donc j'ai développé toute la gamme, pains spéciaux, tradition française, etc. Je me suis régalé. Et donc j'ai passé aussi une mention complémentaire en spécialisée en traiteur et viennoiserie, parce que la viennoiserie c'est un truc que je kiffe en fait, les croissants, pain au chocolat, de ça. J'en vois tellement où c'est de la merde, putain ça fait mal au cœur. Même en France, hein, faut pas. Bon, ici au Luxembourg c'est une cata, on va pas se mentir. Mais même en France, faut pas déconner, putain les gars, c'est la base de la tradition française quoi, la boulangerie. Vous faites de la merde, vous déballez des cartons surgelés, faut pas déconner, et du premier prix en plus. Faut pas déconner, franchement c'est un scandale quoi, bref. Donc j'ai travaillé là-dedans, dans la boulangerie de cette personne-là pendant 2 ans à peu près. J'étais très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça faisait quand même pas mal d'années que j'étais en boulangerie déjà. Et donc j'en parlais beaucoup avec des anciens collègues avec qui j'avais gardé contact, qui étaient compagnons du Tour de France. Et je me suis lancé, j'ai dit allez hop, go acheter une boulangerie. Donc entre temps j'avais acheté un appartement avec ma compagne, donc on s'était fiancés, puis on s'était mariés. On était propriétaire d'appartement et à 25 ans, j'étais chef d'entreprise, boulangerie, à Quessargues, sur la place. Marie-Rose Ponce, ceux qui veulent regarder, Quessargues, 30 920, donc à côté de Nîmes, place Marie-Rose Ponce. Et vous avez une petite boulangerie à côté d'un pigeonnier. Ça, c'était la boulangerie de Bibi. Et j'ai passé quelques années là, alors, à en chier, mais en même temps, c'était super. C'était super pourquoi? Parce que, déjà, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Sauf qu'on a eu beaucoup de galères avec le matériel qui a lâché. J'aime bien, ça marchait bien, sauf que... Mais non, mais c'est ça. Le matériel qui lâche, il faut réinvestir dans du matériel. Ce qui fait qu'en fait, tout votre bénéfice, il se fait manger par ça. Parce qu'il faut 5 ans pour amortir le matos. Et qu'en fait, pendant les 5 années, vous tirez la langue en fait. Et quand vous tirez la langue à 2, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on travaille ensemble. Donc ma femme était à la vente, moi j'étais à la fabrique, dans le laboratoire, avec mes apprentis. Dont Teddy, que je salue, si jamais un jour il tombe sur cette putain de vidéo, donne-moi des nouvelles, bordel. Lui aussi, il a fini nommé pour les meilleurs apprentis de France, et ce blaireau, il n'y a pas été à cause de sa copine, putain de merde. Quelle opportunité que t'as gâché là, j'espère que t'as continué en tout cas, parce que t'étais bien, et passionné, réellement passionné, et moi aussi, du coup, je fais pas les choses à moitié, j'étais vraiment à fond. Donc pour dire à quel point c'était pétrissage à la main, c'était des travails avec des fermentations longues, etc. Donc c'était vraiment... je m'appliquais dans ce que je faisais pour justement, je partais du postulat que fallait arrêter de faire de la merde et que la boulangerie, oui, c'est un métier contraignant et tout, mais à avoir des contraintes, autant le faire à fond et pas sortir de la merde, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune fierté à se lever à minuit pour faire de la merde in fine et partir à 6 h du mat. Moi, je préfère attaquer à minuit, terminer à 14 h, 15 h, mais derrière, je suis content de ce que j'ai sorti, en fait, parce que je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Faire de la merde, c'est ce qui plombe le métier, en fait. Bref, ça reste quand même quelque chose de particulier pour moi, la boulangerie. J'ai fait ça pendant 11 ans. Et donc, au bout d'un moment, des tensions dans le couple, etc., on fait que, faut imaginer quand même qu'on sortait 900 € à deux
par mois de salaire. Donc forcément il y a des tensions, hein. Quand vous avez déjà l'appartement qui vous coûte 500 balles par mois hors charge, sur lequel ensuite vous avez 2 voitures, bon à la fin on roulait même sans assurance, enfin on pouvait plus, tout ça parce qu'on avait dû racheter du matos, c'est que le matos nous avait lâché et qu'on a dû réinvestir dedans. Le comptable nous disait non mais tenez le coup, j'ai dit mais tenez le coup comment, on fait quoi, on vit d'amour et d'eau fraîche en attendant, comment on fait en fait? Alors qu'on rentrait super bien, l'affaire tournait bien, c'est ça qui est dommage, mais bon ça a permis aussi de bien la revendre quand même. Donc on a revendu, et de là en fait, moi entre temps, ma compagne, et là on arrive à la partie informatique, en fait ma compagne avait demandé à ce qu'on prenne un ordinateur. Et putain, qu'est-ce qu'on fout avec ça? Moi j'ai jamais touché à ça. Et ouais, un ordinateur et tout, machin, internet et tout. Je dis oh putain, internet, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Ouais, je te montrerai, c'est super, ok. Bon, je connais quelqu'un, allez hop, je vais le voir, il me monte une tour là, vite fait, allez c'est parti. Voilà, on a internet à la maison, super. Bon, le mec il me dit, tu veux un antivirus dessus? Je fais, non, vas-y, c'est bon, pas d'antivirus, c'est payant? Ouais, non, bah j'en veux pas. Allez hop, pas d'antivirus sur le bordel, ok. Moi, curieux, hein, évidemment, je vais sur internet, je regarde un peu, je putain, il y a plein de trucs, tu cherches et tout. Bon, faut pas s'énerver, hein, c'était du 2 mégas. Tiscali, c'était Tiscali ADSL le bordel. Alors, autant dire, c'était pas furieux quoi, avec mon XP SP2, ouais, bon bref, c'était de la merde, mais bon, ah là là, c'est belle époque. Et donc l'après-midi, j'allais là-dessus, je regardais un petit peu et tout, et à un moment, en fait, évidemment, hein, ça devait arriver, le truc s'est fait compromettre en gros, et donc du coup, il se comportait bizarre et tout, j'avais des pop-up qui popaient de partout et tout, putain, c'est quoi ce bordel? J'ai débranché la prise. Et j'ai dit, oh, moi je touche plus à cette merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on fait venir quelqu'un, et quelqu'un que vous connaissez, qui me dit, ouais, c'est un cheval de Troie. Je dis, mais c'est quoi un cheval de Troie? Il me dit, bah en gros, elle me dit, je sais pas, moi je connais pas trop, mais c'est quelqu'un qui contrôle ton PC à distance. Putain, là je me suis dit, non, mais attends, mais c'est génial. Quoi, tu peux contrôler les machines des autres comme ça, à distance. J'ai dit, putain, faut que j'apprenne à faire ça. J'ai dit, tu peux me sauvegarder en fait tout ce qu'il y avait sur le PC, même les. Elle me dit, ouais, mais il y a plein de virus et tout. Je suis pas grave, sauvegarde tout. Je regarderai quand j'aurai compris de quoi on parle. Et je vais commencer, donc du coup elle m'a réinstallé. Et elle m'a installé un antivirus cette fois, évidemment, McAfee. Et en fait, j'ai commencé à aller sur des forums et tout machin, et j'ai atterri sur IRC. Et sur IRC, donc c'est un canal de discussion, voilà, c'est un canal de discussion en gros. Et je vais là-dessus, et je commence à dire, ouais, je veux apprendre à faire ci, à faire ça. On m'a dit, attends, calme-toi. Tu sais comment ça marche un PC? Je fais, ah non, pas du tout, mais j'aimerais bien ça. Ouais, bah, va apprendre et reviens avec des vraies questions. Je fais, ouais, bah, je veux bien, mais j'apprends comment? Et là, on m'a donné 2-3 ressources. On m'a dit, allez hop, quand tu auras fini ça, déjà, tu auras des idées et tu iras chercher les vraies infos. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à potasser du PDF, à aller sur des forums, à déjà installer mon petit Linux à la maison. Donc, changer de système d'exploitation. Donc, Windows, il dégage et j'installe mon Linux. Donc là, déjà, je me heurte à la complication de les drivers sont pas supportés, etc. Bon, bref. Toutes les galères que les gens de l'IT connaissent. Et comme le but du podcast, c'est pas de parler que d'IT, bah du coup je vais pas rentrer dans les détails techniques, on va dire. Dommage, hein, mais ceux qui veulent en avoir en auront. Et donc ma femme devenait folle, elle rentrait le soir, bon elle pouvait même plus aller sur l'ordinateur, elle me dit c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que t'as installé? Moi, je sais même pas comment ça marche et tout. Ah t'inquiète et tout, machin, c'est Linux, ouais mais c'est bien, mais moi je fais comment? En fait on avait acheté un soft, donc un logiciel Ciel Comptabilité. Sauf qu'en fait, bah évidemment, ça marchait pas sur Linux. Donc pour la compta de la boulange, c'était pas fou. Donc on lui avait acheté un PC en plus, après un petit laptop, parce que ouais, c'était niqué. Moi, c'était terminé. Je remettais pas un Windows, je voulais à tout prix. Donc je faisais un peu de programmation et tout. Je commençais à faire du C et tout en programmation. Donc j'ai dit putain, on va pas refoutre un Windows là, c'est de la merde et tout. Ouais, bah, on a acheté un PC à part parce que si elle compta sur Linux, c'était pas fou. Donc j'ai commencé comme ça, donc les après-midi, au lieu de faire ma sieste ou d'aller faire les achats pour la boulangerie, bon j'y allais quand même, mais j'y allais vite en regardant la montre pour vite rentrer et me potasser mes trucs. Et donc j'ai commencé à apprendre un petit peu comme ça. Voilà, j'ai appris. Et donc quand on a revendu la boulangerie, je dis putain, moi, entre temps, j'avais fait partie de plusieurs communautés, ceux qui connaissent, HackBBS. On avait créé un forum qui s'appelait Collective Utopia, où en fait on partageait des exploits, enfin des bouts de code qui permettaient d'exploiter des failles, des trucs comme ça. J'avais commencé à faire des publications, on avait monté une team qui s'appelait la 3LRVS, il y a encore le repo public sur internet, j'avais commencé un blog sur lequel j'avais commencé à publier des trucs et tout. Et donc on a revendu la boulangerie, donc ma fille est née en 2009, on a revendu la boulangerie à peu près dans ces temps-là. Et donc là,
je me suis dit, bah moi je reprends pas la boulangerie tout de suite, je veux partir dans la sécurité informatique. Je veux faire du test d'intrusion, donc du pen test, mais je veux partir dans la sécurité informatique. Ok. Donc tu vends une boulangerie, tu es artisan, t'as aucune qualif à part en boulangerie, puisque j'avais du coup ma mention complémentaire, j'avais passé des modules du brevet de maîtrise et j'avais mon CAP boulanger. Mais ça c'est fantastique. Mais alors pour bosser dans la sécurité informatique, accroche-toi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, bah, je vais faire des cursus reconversion, je vais passer un bac. Pourquoi pas? Allez, on y va. 29 ans, je vais passer un bac. Ouais, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'en fait, bah, y avait des formations, mais il fallait être chômeur. Et au spoiler, quand on est artisan, on a droit à 0. Bienvenue en France. Donc en fait, déjà, on cotise comme des porcs, mais en plus, bon, ça tout le monde le sait, mais il faut quand même le rappeler, cotise comme des porcs. Et par contre, derrière, quand vous revendez votre commerce ou des choses comme ça, ben en fait, vous avez droit à 0. Parce que vous aviez de la chance, vous étiez artisan. Ok. Donc on avait une petite en bas âge, mon ex qui du coup n'avait plus de travail, moi qui n'en avais plus non plus, et monsieur voulait partir en sécurité informatique. Ok, donc j'avais trouvé une formation qui permettait de passer un bac pro, maintenance réseau informatique, etc. J'ai dit, bon, ça a l'air stylé et tout. Ouais, sauf qu'en fait, pour être éligible, il fallait être chômeur longue durée, etc. Demandeur d'emploi de longue durée, de plus de 6 mois ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné les travails de merde pour avoir suffisamment de sortes de points, on va dire, pour être éligible, en fait. Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait de la thune qui rentre, mais en même temps, pas trop. Et ouais, donc, j'allais pas repartir en boulangerie. Je voulais pas, là vraiment j'en avais ras le cul, il fallait vraiment que je fasse une coupure, vraiment, et je voulais switcher là-dedans, mais en même temps il fallait que l'argent tombe, parce que là, aide 0, mais en même temps on avait une petite aussi, donc faut assumer, donc un plan un peu galère comme ça, et donc j'ai fait beaucoup d'intérim, donc là c'est bien parce que l'intérim ça permet de toucher à tout, en général c'est pas foufou, mais il y a des endroits où ça s'est très bien passé, d'autres, ouais, ça s'est toujours bien passé, quand je dis ça s'est moins bien passé, c'est que c'était vraiment, c'était dur. En préparation de commande, j'ai fait beaucoup de préparation de commande. En général, ça a toujours été nickel. Sauf une fois où je me suis bousillé le dos, en fait, sur une chaîne de montage en 3.8, sur une plateforme pour Carrefour. Oh putain, c'était super dur en fait. En plus, j'avais mis ma boîte d'intérim, j'aurais dit surtout m'envoyer plus là-bas parce que je me suis bousillé le dos et je pourrais pas tenir la cadence sur la chaîne de montage. Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Par contre, la semaine prochaine, il faut y retourner parce qu'il n'y a personne. Voilà, super. Donc, voilà, à 4 pattes en train de monter des palettes, c'était des cartons de cubis de rouge. Donc, en fait, vous aviez 6 cubis par carton et il faut monter des palettes, tac, 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 tac. Après, hop, ça part avec le Clark, on pousse et après, on remonte des palettes. Vous faites ça pendant 8 heures avec une coupure de 10 minutes toutes les 4 heures. C'est bien, c'est pas mal. Et il y a des gens, honnêtement, on voyait, ils faisaient ça depuis 20 ans pour 1000 balles par mois, enfin 1000, j'exagère, mais même 1400 balles. Respect à eux, ou en même temps, moi j'aurais tout fait pour me barrer de là. Enfin, clairement, à un moment, je veux bien qu'il faut travailler, etc., mais il faut pas déconner. Et donc j'ai fait ça, j'ai bossé à la poste. Alors à la poste, sur le tri postal, bon là c'était les vacances. Moi j'ai kiffé d'aller là-bas parce que c'était les vacances. Même c'était un peu trop les vacances, c'est pas l'endroit que j'ai préféré. Après j'ai bossé dans un autre endroit où on faisait de la préparation de commandes pour des livres. Là du coup ils m'ont même gardé en CDD pour les périodes de rush, pour les fêtes de fin d'année et tout ça. Donc voilà, j'ai enchaîné pas mal de petits tafs comme ça. J'ai bossé aussi dans des gros trous pour les tri des déchets en fait, où il fallait dérouler des grandes bâches, mais c'est des trucs immenses, c'est des stades de foot entiers, des bâches énormes comme ça qu'il faut descendre dans les trous et tout, c'est là où ils viennent enterrer les ordures et tout ça, donc on descend en rappel avec les bâches et tout, enfin des trucs, je savais même pas que c'était comme ça. Bref, j'ai fait plein de petits boulots comme ça, en même temps, du coup, malgré tout, on s'en sortait pas, on galérait, parce que l'appartement, etc., donc on a revendu l'appartement, le temps que ça se vende, c'était la merde, donc on a gardé une seule voiture. Ouais, j'ai une houppette là, ça me saoule. Et donc du coup, j'allais chez les assistantes sociales, j'avais été obligé de les menacer en fait, les menacer, de leur dire en fait tout simplement que soit en fait ils trouvaient une solution pour que je puisse acheter des couches à ma fille, soit en fait j'allais devoir, j'allais replonger, je m'en fous en fait, enfin je m'en fous. C'était du pipeau, hein. Mais voilà, c'était pour leur faire comprendre en fait que là à un moment j'étais dans l'impasse. Je travaille. Je fais ce que je peux. Mon ex, c'est pas qu'elle trouvait pas, c'est qu'elle voulait élever ma fille et que de toute façon c'est plus rentable qu'elle reste à la maison plutôt qu'elle aille travailler pour un truc de merde et payer une nounou en fait. Donc en fait il y en a un qui bossait. Derrière on s'en sortait pas. Je demandais juste d'avoir la possibilité d'avoir un petit truc substantiel, sachant que j'ai cotisé pendant des années et tout ça. Je disais juste un petit coup de pouce, le temps de rebondir. Pendant quelques mois pour acheter des couches à ma fille, c'était pas non plus un truc de fou. Et donc je leur avais dit c'est très simple en fait, s'il y a rien,
bah il n'y a rien, ok très bien, donc je vais donc tous les clodos qui sont là, eux ils ont droit, ils ont jamais cotisé de leur vie, ils ont droit à tout, moi j'ai droit à que dalle. Je vais bah c'est pas grave, je vais sortir, je vais prendre un calibre, je vais aller faire un braquage, c'est ça que vous voulez en fait, voilà. Et donc c'était parti là-dedans, et donc finalement j'avais des petits bons pour aller à Carrefour, acheter des couches, enfin, c'était un peu la honte, hein, mais bon, fallait ce qu'il fallait. Et donc puis j'étais habitué à galérer, hein, donc bon quelque part, voilà, ça changeait pas trop malheureusement, c'était des trucs que j'espérais ne plus avoir à faire, mais bon. Et donc en fait, bah, entre temps on s'est séparés. Et donc moi j'ai été éligible, pardon, j'avais trouvé cette formation, et donc j'ai été éligible, et donc j'ai pu aller sur Montpellier passer c'était une formation d'1 an, et pendant ces 1 an on préparait le diplôme, et après à la fin de l'année en fait on passait le diplôme, et voilà. Et donc j'ai fait ça sur Montpellier, je faisais les retours Nîmes-Montpellier. On vivait encore plus ou moins sous le même toit, mais bon, l'ambiance était un peu bousillée, mais bon, il y avait la petite, donc on restait ensemble pour les apparences, on va dire. Et puis surtout parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et en fait, fun fact, c'est qu'en fait, le prof d'informatique qu'on avait, autant sur la partie réseau, il était pas trop mal, autant sur Linux, en fait, il m'avait demandé à moi de faire les cours. Donc c'est moi qui donnais les cours de Linux à toute la classe, parce qu'en fait, j'étais meilleur que le prof. C'est pas des conneries en plus, c'est vrai, hein. C'était assez fun parce que du coup c'est moi qui expliquais et j'introduisais des concepts de sécurité en fait dans le truc, donc les gens kiffaient pas mal je pense, enfin c'est les retours qu'on avait à l'époque en tout cas, ils ont pas mal kiffé parce que j'incluais un peu de sécurité, mais de la vraie sécurité, pas faut faire de la ségrégation réseau en jouant sur les masques, non, ça c'est de la merde. J'expliquais vraiment les concepts de corruption de mémoire, etc. Et ça c'était vraiment le kiff quoi, donc je donnais des cours à des mecs qui étaient au même niveau que moi en reconversion en fait. Face à un prof qui était moins bon que moi, alors que moi j'étais boulanger. Donc c'est un truc un peu... Mais c'était les années que j'avais passé l'après-midi en off à travailler sur mes trucs. Donc c'était plutôt cool. Je me disais putain mais ça va, tu peux t'en sortir en fait. Tu peux t'en sortir mais il faut l'opportunité, c'est ça qui est compliqué. Et donc après, donc j'ai eu le bac, j'ai terminé l'épreuve de pratique avant tout le monde. J'avais pris italien aussi, parce que pour la petite histoire, j'ai une de mes grand-mères qui était d'origine sicilienne en fait, d'où le fait qu'il y a la Sicile et la Trinac et il y a quoi. Et qu'en fait j'avais pris italien en langue et tout ça parce que du coup ça me permettait d'avoir des points, donc j'ai fait 20 sur 20 en italien et j'ai eu la meilleure note de l'académie en pratique sur le B de brassage, routage, etc. Bref, c'est de la technique. J'ai eu la meilleure note de l'académie, j'avais terminé l'épreuve à la moitié du temps, donc sur le coup je me suis dit putain, soit j'ai fait une connerie, soit en fait putain il n'y avait pas besoin de tout ce temps là quoi. Bah il n'y avait pas besoin de tout ce temps là. J'avais torché le truc en 2 temps 3 mouvements et donc j'avais eu avec mention. Pour un mec qui a arrêté l'école et qui a fait de la merde et tout ça, j'étais plutôt fier quand même de l'avoir avec mention. J'y croyais que dalle, mais je l'ai eu avec mention, ce putain de bac pro, quoi. Donc j'étais content, et donc à partir de là, grâce à la mention, j'ai été éligible pour passer une licence. Il me fallait partir dans le sud-ouest. Donc là, je suis parti du côté de Carcassonne, et en fait... la licence, elle devait démarrer en septembre. Vers le 15 août, je reçois un mail qui me dit que j'étais plus éligible. Parce que l'année d'avant, j'avais travaillé un petit peu et tout, et que j'avais perçu 50 € de trop, je déconne pas, 50 € de trop de revenus, et que donc j'étais plus éligible à la formation qui était pour les personnes avec un revenu en dessous de temps, machin. Et j'ai putain, il n'y a pas moyen de vous les rendre les 50 €. Ben non, ça marche pas comme ça. Bon, ben, j'ai dit, moi je fais quoi? Ben, bon courage à vous. Voilà, sauf que moi, entre temps, j'avais déménagé, j'avais pris un appart et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai édité des petits CV. J'ai viré toute la partie boulangerie parce que je ne voulais pas travailler en boulangerie et j'ai balancé. J'ai été dans tous les trucs. Bon, à Carcassonne, c'est un peu le trou du cul du monde hein, pour trouver du taf en IT, sans diplôme. En 2010 à peu près, 2011. En 2011, sans diplôme, sans rien, à Carcassonne, trouver du taf, faut s'accrocher. Hein. Et donc j'ai balancé, je voyais que ça marchait pas, j'avais besoin de thunes, donc j'ai commencé à retourner vers la boulangerie. Je suis putain. Donc j'avais une opportunité de chef de rayon boulanger dans une grande surface, super. Alors on est loin des compagnons du devoir et de la fermentation lente, hein, on va pas se mentir, mais fallait de la thune. Et en fait, j'ai été contacté par une agence d'intérim, je sais plus laquelle d'ailleurs, Randstad je crois, et parce qu'en fait ils cherchaient quelqu'un pour une mission de 6 mois à la CAF de Carcassonne au service, c'était le SSII, donc service des systèmes d'information, des systèmes d'information, je sais pas quoi, bref. Donc évidemment j'ai foncé, putain j'étais content, et comme justement il n'y a pas de marché de l'emploi, du coup il n'y a personne qui avait ne serait-ce qu'un bac pro en IT dans la ville, donc la seule personne qui avait c'était moi, donc j'ai eu le poste. Super. Là, ça s'est bien passé et tout ça. Voilà, il y avait un poste du coup à pourvoir normalement à la sortie de ce CDD.
c'était une sorte, enfin c'est pas un CDD, c'était de l'intérim, mais bon bref. Et en fait, bah, tout le monde voyait que ça allait être moi, évidemment, ça s'était super bien passé et tout, sauf que bon, le directeur connaissait quelqu'un qui, voilà, qui a eu le poste, et donc retour casse-départ, donc à refaire des annonces et tout, avec une petite expérience à mettre sur le CV, et j'ai été contacté par des SS2I du côté de Toulouse. Donc pendant un moment, j'ai travaillé donc pour la société Infomil, donc c'est l'IT en fait du groupe Leclerc, pour en fait développer la plateforme de monitoring. Je fais du dev pendant 3 ans là-bas, avec un chef d'équipe super, une équipe super. En vrai, franchement, c'était chouette. On s'est bien amusé, on avait du taf super intéressant, des personnes compétentes et tout, donc c'était plutôt cool. Et donc j'ai travaillé donc là-bas au Mirail pendant 3 ans. Mais donc du coup pendant un an j'ai fait les trajets Carcassonne-Toulouse, c'est à peu près 1 heure. Mais le problème c'est que j'arrivais à Matabio, donc à la gare, fallait après que je prenne le métro jusqu'à la Reinerie. Et même après la Reinerie, je sais plus comment il s'appelle l'arrêt, bref. Et après bah, je finissais à pied, j'allais au taf, machin, donc ça faisait quand même du long trajet. Et en voiture c'était pas mieux parce que l'autoroute plus le périph et tout, c'était chiant quoi. Donc je faisais un peu des deux. Et donc après je me suis rapproché, donc je suis allé vivre du côté de Toulouse. Et donc je continuais quand même à vouloir bosser dans la sécurité, mais en attendant, il fallait se faire un peu d'XP. Donc je faisais mon petit salaire à 1100, 1200 euros. J'ai retrouvé les fiches de paye d'ailleurs, c'est marrant. Ouais, 1100 quelque chose. Voilà, sachant que je faisais plus de 35 heures, mais que ma SS2I m'entubait, donc en plus j'ai gueulé et tout. Alors c'était assez épique parce que j'avais eu un rendez-vous comme ça et le directeur me dit mais qu'est-ce que tu demandes en fait? Je fais, bah, ce que je demande c'est que tu me payes les heures que tu me dois. Et là le gonze il me dit ah ouais carrément quoi. Bah ouais carrément, ouais. Qu'on applique le code du travail ça serait quand même pas mal quoi. Ah ouais carrément toi t'es comme ça et tout, bah oui je suis comme ça ouais tu vois, je gagne 1100 balles, je fais 38 heures ou 39 heures payé 35, bah t'es gentil mais en fait non on va pas faire ça quoi. Bref, après j'ai changé de SS2I etc, société de service. Et donc après un contact à moi avec qui je faisais des CTF, donc des concours on va dire de sécurité informatique, parce qu'en parallèle à ça je continuais à travailler sur la partie sécurité informatique, c'est-à-dire c'est pas parce que je rentrais à la maison après ma journée de taf que c'était fini. La passion, elle s'arrête pas en fait. Donc quand j'arrivais à la maison, c'était ouais, sécurité, les derniers articles, les derniers trucs qui sont sortis. On préparait les compétitions, entre guillemets, donc les concours, les CTF, avec mon équipe et tout. On se connaissait déjà depuis pas mal d'années. On montait sur Paris. On avait fait une conférence d'ailleurs à l'époque où je passais mon diplôme le bac pro, bah, j'avais fait une conférence à Paris à la Nuit du Hack qui est encore sur internet, sur YouTube. Nuit du Hack, mon pseudo c'est KMKZ. Si vous regardez, vous trouvez encore Nuit du Hack KMKZ. J'avais fait ça avec 2 potes à moi, donc Zadiri et M101. Voilà, on était monté sur scène là-bas à Disney devant je sais plus, un millier de personnes. Discuter, expliquer comment on avait pété Orange à l'époque depuis une livebox à la con. Bref, c'était chouette parce qu'on était complètement naïfs en fait, c'était fantastique, Et donc un de mes anciens contacts me dit ouais on recrute dans ma boîte et tout machin. Donc j'ai été dans sa boîte. De là j'ai publié des choses qui ont fait beaucoup de bruit, dont un article dans Forbes et pas mal de choses comme ça, et qui ont fait que j'ai eu des opportunités un peu partout, donc Londres, Paris, etc. Donc j'ai atterri à Paris. Là, bah, c'était directement en sécurité informatique, hein. C'était test d'intrusion et enfin déjà à l'époque à Toulouse j'avais été embauché pour ça, mais c'était du pipeau, c'était de la merde ce qu'on faisait. Là avec l'article que j'avais fait, la com, enfin le gros truc qu'il y a eu, le gros buzz qu'il y a eu autour de ça, bah, j'ai atterri du coup chez Gatewatcher, où j'ai fait beaucoup de R&D et un peu de test d'intrusion, etc. Et puis de là après ça s'est fait de fil en aiguille. Je suis parti sur Paris, je suis resté 3 ans aussi à tourner comme ça, plusieurs boîtes, à gagner en skill, à voir des nouvelles choses, à faire du red teaming, donc c'est vraiment de la sécurité très offensive, etc. Et puis de là bah, j'ai rencontré ma compagne de toute façon au début à Paris, et donc avec qui je suis toujours, hein, évidemment. Et donc on s'est dit allez on bouge de Paris. Elle c'était toujours été à Paris, c'est une Parisienne, mais une Parisienne qui en avait ras le cul de Paris, pas une Parisienne bobo qui mange du boulgour en fait. Et donc en fait j'ai eu plusieurs opportunités, et il se trouve qu'un pote à moi de Londres, que je connaissais depuis, enfin de Londres mais qui à la base était de Nîmes, me parle d'une boîte au Luxembourg qui recrutait. Et donc j'ai bougé dans cette boîte là parce que après l'entretien c'était très bien passé. Donc je partais d'un poste de entre guillemets manager, c'était vraiment léger à Paris, pour être simple consultant senior ici. Mais ça m'allait très bien, je connaissais pas le marché et tout, il faut pas être plus gourmand, plus royaliste que le roi.
donc il faut prendre le temps de connaître. Donc j'ai bougé ici, ensuite de là j'ai bougé dans une autre boîte qui a entubé ses salariés pendant le Covid-19. Donc en fait voilà, ça s'est arrêté là l'aventure. Et donc maintenant je suis dans ma boîte actuelle où je suis responsable d'une équipe sécurité et où en fait je me sers un petit peu de toutes ces expériences passées pour apporter parce que d'un point de vue technique en IT j'ai touché à beaucoup de choses et en fait je me suis formé sur le tard aussi, mais donc du coup je pense que c'est une très bonne formation mine de rien, parce que voilà, ça s'est arrêté au bac et qu'après ça a été en touchant et en faisant de la pratique que j'ai appris, donc c'était assez intéressant tout en côtoyant des gens compétents. Mais en même temps j'ai pas été formé dans un cadre scolaire, ce qui fait que le mindset il est très différent et je trouve que c'est un atout en fait dans la sécurité, de ne pas avoir un mindset formaté mais un mindset complètement différent qui vient vraiment du monde un peu underground, machin de ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant et que ça apporte beaucoup, et en même temps au niveau humain, avec le parcours que je vous ai décrit, je pense que niveau humain j'en ai vu pas mal mine de rien à 43 balais, et que du coup ça joue aussi beaucoup et ça aide pas mal. Alors pour ceux qui vont dire ouais putain il balance qu'il a été en 11 et tout sur une vidéo, il faut se détendre. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que je sais ce que c'est, je sais le parcours que j'ai dû faire, et je sais que j'ai pas envie d'y retourner en fait. C'est ça la différence avec beaucoup qui vont se dire, qui vont trouver ça fantastique ou qui vont trouver ça un côté mystique un peu machin. C'est pas mystique en fait les gars. Y aller c'est pas ce qu'il y a de difficile. Ce qu'il y a de difficile c'est d'arriver à s'en sortir derrière, parce que y aller c'est à la portée de tout le monde. Donc y a rien de fantastique là-dedans, du tout. C'est juste pour expliquer la trajectoire, faut pas le voir autrement, clairement pas. Parce que ça ne vaut pas le coup et on n'a pas besoin d'y aller pour comprendre comment marche la vie, hein, je suis désolé. Moi j'ai eu besoin de passer par là parce que j'ai eu le parcours que j'ai eu et qu'il m'a fallu une claque. Pour la prise de conscience, il fallait une vraie claque. Et heureusement j'ai eu de la chance quelque part de l'avoir à 20 ans, enfin à 19, plutôt que de l'avoir à 40. Voilà, parce qu'il y a des gonzes, c'est à 40 ans qu'ils réalisent. Hein. Moi en fait j'ai pas besoin de me faire de frissons, la crise de la quarantaine, faire de la merde, etc. J'ai pas besoin en fait. J'ai pas mal exploré de choses, j'ai pas mal éprouvé. Là ce que je veux maintenant c'est de la tranquillité et que les choses elles roulent en fait. Profiter. Mes chats, la nature, vous voyez, hein, le studio comment il est, voilà, il est pas si mal. Faire un peu de boulangerie, viennoiserie à la maison, cuisiner, m'occuper de mon jardin, c'est ça que j'ai envie. Le reste ça m'excite pas. Tout ce qui m'excitait avant, je l'ai éprouvé en fait, voilà. Donc je pense que maintenant on est sur une autre logique en fait, et que c'est complètement différent. Donc non, il n'y a rien de oh là là de fou parce qu'il a expliqué ça dans une vidéo. Non, justement, je l'explique dans la vidéo pour expliquer pourquoi justement je sais ce que c'est et pourquoi je ne ferai pas machine arrière. J'ai beaucoup trop à perdre maintenant. À une époque j'avais rien à perdre, maintenant ça a changé. Donc maintenant je vais en profiter et je vais en faire profiter les autres. Et dans une prochaine vidéo j'expliquerai mon fameux projet, parce qu'il me tient à cœur en fait de pouvoir, on va dire, tendre la main à ceux qui en valent la peine. Les autres qui restent sur le carreau, j'en ai rien à cirer, c'est leur choix en fait. Mais ceux qui ont fait le choix d'essayer, que ce soit à la campagne déjà en premier lieu, que ce soit dans certains endroits comme j'ai été, ou que ce soit n'importe où, je pense que c'est quand même intéressant. Et donc le parcours, je pense, me donne une certaine légitimité, ou en tout cas une vision que d'autres qui n'ont pas connu n'auront pas. Voilà. Donc autant je peux avoir des anecdotes sur mon parcours et sur des choses qui se sont passées du mauvais côté de ma vie, autant sur mon autre vie, parce que vous savez, moi j'ai l'impression en fait d'avoir eu plusieurs vies en fait finalement. Et donc mon ancienne vie c'était une vie, après j'ai eu ma vie de boulanger, maintenant j'ai ma vie dans la sécurité informatique. C'est des vies différentes en fait, mais clairement c'est vraiment des vies différentes, et je pense qu'il y a à apprendre dans chaque pour construire quelque chose, voilà, et que ça peut servir à d'autres. C'est le but de la démarche en tout cas. Donc voilà pour l'expérience, mon parcours perso. Maintenant je vais uploader la vidéo, je vais rentrer à la maison, je suis en congé actuellement, et je vais profiter un peu. Et les prochaines vidéos seront beaucoup plus marrantes. Voilà. Allez, à bientôt, et presque 1 heure de vidéo, mais au moins le sujet est clos. Voilà. Et celui qui veut savoir un petit peu de mon histoire, soit ça sera sur d'autres vidéos, soit ça sera par message, soit vous avez tout dans les vidéos que j'ai fait là, quoi. Il n'y a pas besoin de connaître tous les détails. Voilà. Allez, ciao, à bientôt, et enjoy.